Éric Lombard, bonjour. Bonjour Léa Salamé, bonjour Nicolas Demorand. Soyez le bienvenu Bienvenue. sur Inter. Ce n'est pas vous faire injure que de dire que le grand public ne vous connaît pas. Vous avez dirigé la Caisse des dépôts pendant 7 ans. Auparavant, vous avez travaillé dans la finance, patron de BNP Paribas Assurance, puis de Generali France. À 66 ans, votre seul mandat électoral se résume à un siège de conseiller municipal à Fontenay-sous-Bois, dans le Val-de-Marne. C'était dans les années 90. Vous êtes passé par le cabinet de Michel Sapin, 92-93, mais contrairement à nombre de vos prédécesseurs à Bercy, vous n'êtes pas énarque. Est-ce une qualité, un défaut? Vous nous le direz. Mais plus sérieusement, qu'est-ce qui vous a poussé à accepter ce poste dans une situation aussi compliquée et alors que le gouvernement Bayrou n'a peut-être que quelques semaines ou quelques mois d'espérance de vie? Vous aimez le risque, Éric Lombard? En fait, c'est parce que c'est difficile que j'ai accepté le défi. Avant d'accepter, j'ai eu 3 entretiens avec le Premier ministre, avec François Bayrou, pour parler de la ligne politique qu'il allait suivre, pour parler des défis et de la façon de travailler. Et pourquoi est-ce que j'ai accepté ? Aujourd'hui, la France n'a pas de budget. On est le 6 janvier, je peux déjà vous dire que c'est une situation inconfortable. Le 31 décembre, avec la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, on a signé une communication permettant de lancer un certain nombre de sujets, de maintenir un certain nombre de situations en place, notamment, par exemple, je pense aux agriculteurs qui défilent aujourd'hui, et pour lequel, dans ce budget, dans ce projet de budget, il y a des mesures qui sont prévues, mais pour qu'elles s'appliquent, il faut bien que le budget soit voté. Donc c'est important que ce budget soit voté. Pour ça, il faut dialoguer. Et ce que j'ai enrichi dans mon parcours à la Caisse des dépôts, c'est des liens avec l'ensemble des partis politiques, avec l'ensemble des acteurs politiques, une capacité de dialogue que je veux mettre au service des Françaises et des Français pour parvenir à un accord, ou à minima un accord de non-censure, pour que dans les meilleurs délais, notre pays ait un budget. Et il y a des situations, quand on vous demande de vous engager, eh bien, voilà, la responsabilité commande de dire oui, c'est ce que j'ai fait. Vous allez nous dire comment vous allez faire pour essayer d'avoir cet accord de non-censure à minima, comme vous dites. Comment vous allez réussir là où le gouvernement Barnier a failli. Mais j'ai encore un mot sur vous, parce qu'au journal Le Point, vous avez cité une influence étonnante qui nous a un peu intrigués. Vous avez dit « Je me sens comme Spider-Man, comme l'homme araignée ». Alors pourquoi ? Parce que vous avez le sentiment d'être pris dans une toile, ou parce que la toile vous permet de vous déplacer ? Je savais que cette référence, mais que j'aime bien, me poursuivrait. En fait, je pensais surtout à ce qu'a dit l'oncle Ben avant de mourir. Et il a dit à Spider-Man, tu as de grands pouvoirs, ça implique de grandes responsabilités. Ben, c'est exactement ça quand on est nommé ministre de l'économie et des finances. On a des pouvoirs importants que j'aborde avec humilité, c'est au service des Françaises et des Français, et ça donne des grandes responsabilités. Et la responsabilité, là, avec Amélie de Montchalin, c'est que le budget soit voté pour que les Françaises et les Français bénéficient de services publics qui ne soient pas en service minimum, ce qui va être un petit peu le cas dans les semaines qui viennent. Ça mais veut dire avec quoi ? le plein Pardon, exercice. ça veut dire quoi ? Parce que c'est vrai qu'on avait entendu au moment du gouvernement Barnier des phrases un peu catastrophistes. Elisabeth Borne avait dit si on n'y a pas de budget le 1er janvier, il n'y a plus de carte vitale. Bon, la carte vitale marche toujours. On est le 6 janvier et elle marche. Alors, parce que le gouvernement a fait passer une loi spéciale qui permet d'être sous le régime des services votés, et donc les budgets qui avaient été votés pour 2024 peuvent continuer à s'appliquer. Donc, évidemment, l'administration fonctionne, la sécurité sociale fait ses remboursements, les fonctionnaires de la République, que je remercie de leur engagement, sont évidemment rémunérés, mais on ne peut pas engager de nouveaux projets, de nouvelles politiques, ce qui est quand même très embêtant quand on est dans un gouvernement. Un mot encore, l'ancien Premier ministre Michel Barnier avait déclaré en découvrant l'état des comptes publics, je découvre une situation budgétaire très très grave. Est-ce que vous dites la même chose ? Mais bien La sûr. situation budgétaire est très très grave ? Mais bien sûr, elle est grave. Pourquoi elle est grave ? Nous avons accumulé, au cours des dernières années, plus de 3 000 milliards d'euros de dettes. Ça va nous coûter plus de 50 milliards d'euros par an. Le service de la dette, les intérêts que nous versons à nos créanciers, c'est le 2e budget de l'État. C'est quoi cette dette ? C'est quelque chose que nous allons léguer à nos enfants. Quand on est à une famille, on ne veut pas léguer des dettes à ses enfants, on veut leur léguer un petit peu de bien, un petit peu de patrimoine quand on en a. Et nous, on va léguer 3 000 milliards de dettes à nos enfants. C'est insupportable, c'est grave. Donc il est impératif de modifier notre trajectoire. La dette, elle vient du déficit, des déficits. Parce que nos 3 fonctions publiques sont en déficit, la sécurité sociale, les collectivités locales et l'État.
Elles sont toutes en déficit. Et donc, il faut traiter sérieusement ce sujet pour inverser l'évolution de nos finances publiques, que le déficit décroisse progressivement, de façon à ce qu'en 2029, et nous nous y sommes engagés, on atteigne les 3%. Et les 3%, c'est pas une règle européenne, c'est une règle de bonne gestion des finances publiques de notre pays. Et en Et là, 2025, voilà. Et là, le déficit, puisque objectif Barnier, c'était 5%. Vous, quel est l'objectif que vous vous fixez, Éric Lombard? Est-ce que vous pouvez nous le dire ce matin? Alors, c'est très technique, je ne veux pas perdre les Françaises et les Français qui nous écoutent. En 2024, le déficit sera probablement autour de 6,1% de la richesse nationale. Un ajustement, il se mesure en écart. Si on vise 5%, c'est un écart de plus de 1%, c'est considérable. Je pense que c'est trop. Parce qu'il faut aussi soutenir l'économie. Moi, je pense à nos entreprises qui sont faut pas casser dans la l'hésitation. croissance. Il ne faut pas casser la croissance. Il faut protéger la croissance. C'est les entreprises qui créent la richesse, qui créent l'emploi. Et donc, on vise un déficit, avec le Premier ministre, le chiffre n'est pas encore complètement calé, qui se situerait entre 5 et 5,5%. C'est ça dans cette fourchette, donc avec un petit peu plus de souplesse que ce que le gouvernement de Michel Barnier avait prévu. Donc on retient 5,5% pour être 5,4, 5,5. Ça sera moins de 5,5 et plus de 5. On est en train de faire le calage. D'accord. Comment comptez-vous, alors maintenant entrons dans les détails, comment comptez-vous faire pour présenter votre budget sans être censuré, comme l'a été le gouvernement Barnier? Vous dites que vous allez recevoir à Bercy tous les partis politiques, les groupes parlementaires à partir de ce matin. Déjà une question sur le tous. Tous, ça veut dire même la France Insoumise et le Rassemblement National. On se rappelle que votre prédécesseur Antoine Armand, à ce micro, avait exclu le RN, estimant qu'il ne faisait pas partie de l'arc républicain. Vous recevez tout le monde. Alors, je vais vous livrer mes secrets de fabrication. Entre Noël et le jour de l'an, j'ai écrit, par texto, par SMS, à tous les responsables de partis et de groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat, tous. Et je leur ai proposé de les appeler afin de convenir des modalités d'un échange. Tous ont répondu favorablement, à l'exception de la France Insoumise, qui ne m'a pas répondu, ce qui est leur droit bien sûr, et qui, par une dépêche AFP, a dit qu'il ne viendrait pas à ces entretiens. Cependant, Éric Coquerel, qui est un représentant de la France Insoumise et qui est président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, en tant que président de cette commission et dans son rôle institutionnel, parce que j'ai aussi invité évidemment les présidents de commission, nous allons recevoir tout le monde avec Amélie de Montchalin, ministre des Comptes publics, je le rappelle, viendra à ce titre jeudi. On a finalisé le rendez-vous hier soir. Donc aujourd'hui, c'est le PS, c'est ça? Donc aujourd'hui, c'est le MoDem, puis le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste à midi. Et puis on est en train de Et caler le les Rassemblement rendez-vous. National? Le Rassemblement National s'est organisé pour vendredi. Le rendez-vous avec les écologistes et le Parti communiste est calé pour mercredi. Voilà, enfin le calendrier est en train de se mettre en place. Alors, mais je recevrai tout le monde on rappelle... avec Amélie de Montchalin et... oui, et qui d'autre? Et aussi avec Patrick Mignola, le ministre des Relations avec le Parlement. On se rappelle que le RN avait fixé ses lignes rouges sur le budget, accusé Michel Barnier de ne pas les avoir acceptées. Marine Le Pen avait obtenu des reculs sur la hausse des taxes sur l'électricité, sur le déremboursement des médicaments, mais pas sur le renoncement à la désindexation partielle des retraites sur l'inflation. Pour éviter la censure, vous alignerez sur ces 3 lignes rouges de Marine Le Pen? Non, pas nécessairement. En fait, je pense que la démarche par ligne rouge est une démarche qui coince tout le monde parce que les lignes rouges, en fait, elles définissent un triangle d'incompatibilité, si je puis dire. Pardon, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution avec les lignes rouges. Mais lui, elle les a fixées. Eh bien, je vais écouter l'ensemble des partis, l'ensemble des responsables. Nous allons, avec le Premier ministre, avec les autres membres du gouvernement, concernés notamment Catherine Vautrin, qui gère les questions de retraite, regarder à qui nous pouvons, non pas donner satisfaction, mais plutôt quelle politique qui nous paraît conforme aux objectifs que nous nous sommes donnés et qui répond à leurs demandes aussi. Et on pourra vérifier à la fin de la semaine si cela nous permet d'obtenir des uns et des autres. Mais nous prendrons nos responsabilités, c'est-à-dire que ce n'est pas une négociation, parce que si on négocie avec tout le monde, on finit par arriver à une situation, encore une fois, où il n'y a plus de possible. On va écouter, on va intégrer, on va faire une synthèse et on la proposera aux partis, et puis ils se détermineront.
Ils se D'accord, détermineront. mais si elle dit: «Moi, je voterai la censure s'il n'y a pas, Eh le bien, renoncement à la désindexation». si les conditions qu'elle fixe ne sont pas acceptables, elle votera la censure. Mmh. Et voilà. Même question pour les socialistes. Qu'avez-vous prévu de leur dire vous les recevez donc aujourd'hui, leur dire pour qu'ils ne votent pas la censure. On rappelle que vous vous dites de gauche, qu'Olivier Faure, le patron du PS, dit que vous êtes un ami sur le plan personnel. François Hollande vous demande des gestes forts. Lesquels êtes-vous prêt à accorder? Je pense, alors que la semaine commence, qu'il y a plus de perspectives d'un dialogue fécond, je dirais, avec les partis de gauche qu'avec le Rassemblement national. Mais encore une fois, moi je suis ouvert et on verra ce que donnera le dialogue. Ça, vous nous dites ce matin au micro, ce qu'on veut éviter, en gros, c'est que le Parti socialiste vote la censure, puisque mathématiquement, s'il ne votait pas la censure, vous passez. Le Je vais le budget dire, passe. On va pas, parce que maintenant, c'est comme c'est bis repetita. On a Ouais. déjà vécu l'histoire avec le gouvernement Barnier. C'est ça l'idée. Vous avez raison, Léa Salamé. Je pense qu'il y a des convergences possibles avec le Parti socialiste, mais aussi avec le Parti communiste et avec les Verts. Pourquoi ? Moi, je suis pour la justice fiscale. Il y a dans ce pays des mécanismes, par exemple, d'optimisation fiscale, qui font que des personnes qui ont des revenus importants ne payent pas leur part d'impôt. Il ne s'agit pas de proposer des impôts nouveaux, il y a déjà vraiment toute la panoplie qui convient. Il s'agit de vérifier que chacun paye sa juste part de l'impôt et contribue à l'action de l'État, l'action de la sécurité sociale. Et ça, c'est un point, par exemple, sur lequel nous pouvons trouver des convergences. Donc, taxer davantage les très très riches qui optimisent l'impôt. Pas les taxer davantage, veiller à ce que le niveau d'impôt qu'ils payent soit homogène à celui que payent les autres Français. Qu'en est-il de la taxe sur les profits des grandes entreprises qui était prévue dans le gouvernement Barnier, qui était censée rapporter 8 milliards d'euros? Bon, là, c'est foutu, puisque quoi qu'il arrive, le prochain budget entrera en vigueur plus tard, donc il n'y aura pas 8 milliards, mais est-ce que vous la gardez, cette taxe? Non, c'est pas foutu, Léa Salamé. Nous travaillons avec les équipes du ministère des Finances qui ont aussi passé de très très courtes vacances et que je remercie à nouveau, à des mécanismes. Ce mécanisme de surtaxe pour les grandes entreprises a été discuté avec les entreprises, avec notamment le MEDEF. Il a été accepté comme un geste de solidarité. Cet accord, j'ai eu le président du MEDEF entre aussi Noël et le jour de l'an, décidément beaucoup de gens étaient près de leur téléphone. Cet accord, il reste, il demeure. Donc nous allons travailler sur un mécanisme qui s'appliquerait et qui permettrait d'avoir les revenus de l'ordre de 8 milliards d'euros en 2025. Donc c'est la même chose que ce qui était prévu dans le gouvernement Barnier, que les grandes entreprises qui font des profits devront payer. Oui, c'est la même idée. Ça ne peut pas être la même chose parce qu'il y a un principe qu'on appelle la rétroactivité. C'est pour ça que je vous dis, Voilà, donc on devra. Donc ce trouver sera un autre plus en principe. fait pour. Ce sera un principe qui doit nous permettre d'avoir à peu près la même contribution des grandes entreprises, autour de 8 milliards d'euros, basée sur une base fiscale différente. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, on trouvera la solution et peu importe, le principe demeure. On a beaucoup de questions encore, Éric Lombard. François Bayrou a dit vouloir engager des discussions pour amender la réforme des retraites. Les 64 ans sont-ils toujours un marqueur, une ligne rouge non négociable, je réemploie l'expression, où cet âge pivot est amendable désormais? Le Premier ministre a dit que dans la discussion qui allait se dérouler sous l'autorité de Catherine Vautrin et d'Astrid Panosyan-Bouvet, les ministres du Travail et de la Santé, Astrid Panosyan est ministre du Travail, tout était sur la table. J'ai ajouté une contrainte dans ma responsabilité de ministre des Finances. En réalité, nos systèmes de retraite sont déjà très déficitaires. Donc, je souhaite que cette réforme s'applique en n'aggravant pas ce déficit, et même si possible, en le rédivisant. Mais on dépense 14% de la richesse nationale pour payer les retraites. Oui. À l'intérieur de ces 14%, on peut changer beaucoup de curseurs. Comme disait un grand syndicaliste, il y a du grain à moudre. Et donc, nous allons regarder quels sont les curseurs que nous pouvons bouger. Quels sont les principes intangibles ? La réforme que Elisabeth Borne a apportée augmentait les retraites les plus basses. Il faut évidemment maintenir cela. Il y avait déjà des actes qui étaient posés pour les carrières longues, pour les carrières hachées, notamment beaucoup de femmes qui, pour des raisons de parcours de vie, ont des carrières hachées. Donc il faut continuer à protéger ces Françaises et ces Français qui sont défavorisés devant les régimes de retraite. Ça peut se financer par d'autres mesures, il y a des choses à faire. Mais les 64 ans qui ont suscité la plus grande grève et les plus grandes manifestations depuis 68, ces 64 ans, on ne touche pas.
On n'a pas dit qu'on n'y touchait pas, on a dit qu'on mettait tout sur la table et que, à l'intérieur de l'équilibre financier actuel, on pouvait faire bouger des choses. Donc, je n'ai pas dit, le Premier ministre n'a pas dit que nous allons revenir sur les 64 ans. Si un accord global qui est riche, qui est équilibré et qui apporte beaucoup, et sur lequel il y aurait des amodiations, je pense qu'on peut tout à fait le regarder. Et effectivement, c'est un des points qui est porté par le Parti socialiste avec beaucoup de force. Et sur lequel nous allons dialoguer. Mais j'ai parlé aussi des Verts. Quand j'étais patron de la Caisse des dépôts, j'avais placé la transformation écologique en première priorité. D'ailleurs, Éric Coquerel dirait la bifurcation écologique. En tant que ministre des Finances, je garde cette priorité. C'est une priorité absolue pour notre pays. Et donc, il y a aussi là de quoi dialoguer. Et j'ai eu Marine Tondelier au téléphone. On a eu un entretien extrêmement riche. Par téléphone, on va se voir mercredi avec ses collègues. Il y a beaucoup de choses à faire sur la transformation écologique. Il faut qu'on fasse plus. Il faut qu'on fasse plus avec les collectivités locales, d'ailleurs, qui sont des agents de transformation absolument essentiels. Donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels, moi, je suis absolument convaincu que le dialogue nous permettra de trouver des convergences. Et ces convergences vont permettre peut-être qu'une partie de la gauche ne nous censure pas tout de suite et nous laisse notre chance pour continuer à travailler sur un budget 2025 et ensuite pour préparer un budget 2026, parce que moi je ne sais pas exercer une responsabilité publique sans nous projeter. Donc vous dans voyez le moyen à l'automne terme. prochain, si on vous, parce que le budget 2026, il faut le préparer à l'automne prochain. Vous y êtes. C'est l'Assemblée nationale qui en décidera et j'ai un respect infini pour la démocratie. Mais dès lors qu'on est dans une responsabilité, il faut se projeter parce qu'on est responsable de l'avenir du pays, même si on reste 3 jours. Éric Lombard, qu'en est-il de la fameuse flat tax, la taxation des revenus du capital instaurée par Emmanuel Macron? Elle est à 30%. Allez-vous ajuster le curseur? Est-ce que ce taux de prélèvement va augmenter? Alors, la flat tax, le prélèvement fiscal unique, par son nom technique, est à 30%, sauf pour les personnes qui ont des revenus importants, elle est à 34%. Ça fait partie des sujets qui sont sur la table. Aucune décision n'est prise, ni dans un sens, ni dans l'autre. D'ailleurs, Mais vous nous dites ce matin, la flat tax, c'est peut-être là qu'il faut aller regarder. On aborde cette discussion de façon ouverte. On verra après. Oui, mais c'était un des demandes. marqueurs, pour le coup, c'est un des marqueurs, la flat tax, de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. C'était un des marqueurs. En tout état de cause, si ça devait bouger, ça ne peut être qu'une évolution modérée, parce que ça fait partie des sujets qui nous positionnent dans la compétition internationale. Moi, je souhaite que la France reste un pays attractif pour les investisseurs internationaux. Vous craignez pas que les grands patrons vous disent si vous augmentez la flat tax, nous on part. Mais on part aux États-Unis où Donald Trump veut tout libéraliser, tout déréguler. Alors, il y a beaucoup de pays où la flat tax est... La flat tax dans les pays développés se situe entre 30 et 35%. Donc vous voyez qu'on aurait un peu de marge si on décidait, ce qui n'est pas fait. Aujourd'hui, elle est à 30%. Il n'y a aucun texte. Vous pourriez aller vers 35%. C'est quelque chose qui n'est pas décidé. Tout est sur la table jusqu'au moment où le Premier ministre tranchera et annoncera ses décisions dans son discours de politique générale le 14 janvier. Hier, sur BFM, la nouvelle ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, a affirmé se battre pour empêcher les 4000 suppressions de postes prévues dans le budget de Michel Barnier à l'Éducation nationale, principalement dans les écoles maternelles et élémentaires. Elle a raison de se battre ou vous lui dites non, il y aura ces suppressions de postes, ces 4000 suppressions de postes, et c'est ainsi, tout le monde doit faire des efforts, même l'école. C'est effectivement aussi une demande forte du Parti socialiste et du président Hollande qui l'a relayé. J'en ai parlé d'ailleurs avec Elisabeth Borne ces jours derniers. Ça fait partie des sujets qui sont en réflexion et qui seront également tranchés. Les jours qui viennent, et je n'ai pas d'annonce particulière à faire ce matin, sauf que nous allons écouter et nous allons faire une proposition qui va répondre à certaines demandes des partis. Et puis, certaines demandes, nous considérons, dans notre responsabilité, que nous ne pouvons pas y répondre. Et nous espérons que ce dosage permettra à la fois de répondre aux difficultés du pays, parce que c'est de ça dont nous sommes garants, mais aussi, encore une fois, de faire évoluer un certain nombre de partis. Mais vous êtes sur le même objectif que Michel Barnier, c'est-à-dire trouver 60 milliards d'économies ? Alors, dès lors qu'on a un peu assoupli le sujet, on est plutôt autour de 50 milliards. D'euros. Et comme la ministre l'a Combien en dit, économies et combien en hausse d'impôts ? Ça sera essentiellement des économies. Les hausses d'impôts, il n'y aura pas de nouvelles hausses d'impôts par rapport à celles qui ont déjà été annoncées. D'abord parce que, en fait, la pratique
budgétaire à l'Assemblée nationale et au Sénat ne nous le permet pas. En fait, on ne peut pas. On va repartir pour des raisons pratiques. Et pardon, je crois que c'est important que les auditrices et les auditeurs le savent du texte, parce que le budget est toujours à l'examen devant le Sénat. Et j'ai vu le président Larcher vendredi dernier. L'examen du texte va se poursuivre au Sénat. C'est-à-dire que on ne peut pas ajouter de mesures nouvelles. On peut modifier des mesures qui sont en débat, mais donc ça réduit un peu nos marges de manœuvre. Le budget sera profondément transformé, Donc mais sur la base... aucune nouvelle hausse d'impôts que celles qui ont été annoncées, Il n'y aura pas d'autres hausses d'impôts que celles qui ont été annoncées. Il y a des impôts qui tombent du fait du passage de l'année, qu'on ne peut pas faire en 2025, ce qu'on aurait pu faire en 2024, que nous souhaitons remplacer. Je veux parler aussi de la contribution des hauts revenus, qui était prévue pour 2 milliards d'euros, qui est une mesure de justice fiscale à laquelle je suis attaché. Elle ne peut pas se faire suivant les modalités qui étaient prévues en 2024. En revanche, on peut trouver des mécanismes, comme je le disais tout à l'heure, qui visent à ce que les personnes qui ont des revenus importants participent simplement à l'effort fiscal que tous les citoyens mènent. Parce que quand on est salarié, on ne peut pas faire d'optimisation fiscale. Donc, il faut limiter les effets de l'optimisation fiscale. Vous continuez à dire que la croissance sera de 1,1%. Parce que ce n'est pas ce que dit la Banque de France qui table plutôt sur 0,9. D'autres projections parlent de 0,8, voire 0,7. Est-ce que vous n'êtes pas un peu trop optimiste ? Alors, la Banque de France est à 0,9. Le budget a été présenté sur une base de 1,1. Convenez qu'on est quand même un peu dans l'épaisseur du trait, même si on faut se battre pour chaque demi-point ou quart de point de croissance. Ma conviction est la suivante. Aujourd'hui, les entrepreneurs que je rencontre, que je vois... Qui sont inquiets ? Sont inquiets. Ils sont inquiets parce que nous n'avons pas de budget. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Mais malgré cela, l'économie tient. L'économie tient. Les entreprises tiennent. Il y a quand même de plus en plus, il y a une remontée du chômage, il y a des défaillances d'entreprises qu'on n'avait pas vues depuis longtemps. Alors, il y a ce qui se passe en conséquence du Covid, on avait beaucoup protégé les entreprises, il y a une sorte de retour à la normale, mais malgré tout, l'économie tient, l'emploi tient. Et notre situation relative en Europe est mauvaise. Notre conviction avec le Premier ministre, c'est que quand il y aura un budget, et que ce budget aura été établi dans le cadre que je vous indique, avec non pas un soutien, mais une absence de censure, ça va rassurer les entrepreneurs, ça va aussi rassurer les Françaises et les Français. Donc, ça va avoir un effet positif sur les perspectives. Et donc, sur la croissance, vous restez sur 1,1. Ça fait partie des sujets qui seront présentés lors du discours de politique générale. Encore une fois, on est dans une phase d'élaboration. Je rappelle qu'on est le 6 janvier, que le gouvernement a été nommé le 23 décembre. Ça fait 15 jours, on n'a pas pris de vacances, mais ça fait quand même que 15 jours. 15 jours et 15 nuits, on va dire, parce que c'est vrai que c'est un travail à plein temps. Donc, laissez-nous encore quelques jours pour caler les curseurs. Et c'est au Premier ministre de prendre toutes ces décisions. Comme patron de la Caisse des dépôts, vous aviez en charge le taux du livret A, une question qui intéresse beaucoup les Français. Aujourd'hui, il est à 3%. En octobre dernier, quand vous n'étiez pas ministre, vous disiez ce taux pourrait céder de 0,5 points en début d'année pour revenir à 2,5%. Qu'en est-il ? Parce que la décision, elle va être prise et là, elle est attendue. Alors, il se trouve qu'effectivement, je connais bien la procédure et donc le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy-de-Galhau, fera une proposition au ministre des Finances, très certainement, effectivement, de baisse, puisque la base de la réflexion, c'est une formule, on ne va pas rentrer dans le détail, qui nous amènerait effectivement autour de 2,5%. Autour de 2,5%, eh bien, c'est autour de ce chiffre que la décision sera prise, mais je n'ai pas encore reçu la proposition. Donc il faut préparer les Français, le taux du livret A va baisser, quoi qu'il arrive, autour de 2,5. Le taux du livret A va baisser, Léa Salamé, mais l'inflation a fortement baissé, puisqu'elle est autour de 1%. Donc l'épargne est non seulement protégée, mais elle permet au patrimoine réel d'augmenter. Allez, dernière question rapide, Éric Lombard. Vous n'êtes donc pas énarque, qualité ou défaut pour diriger Bercy ? J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui ont fait l'ENA, qui est une très grande école de la République. J'ai un autre parcours. HEC. Oui, qui est aussi une très bonne école. D'abord, nous sommes 6 ministres à Bercy. Nous sommes une équipe en charge des finances et de l'économie du pays. Et je me permets d'attirer votre attention sur le fait que ces 6 ministres, il y a 4 femmes et 2 hommes. Ça, c'est quelque chose pour le nouveau. Oui, mais c'est vous le boss. Oui, il se trouve que c'est moi le boss, sont des choses qui arrivent, mais comme c'est une équipe et que c'est une équipe très partenariale, je peux vous dire que chaque voix compte. D'ailleurs, la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, vous avez noté, une femme qui a beaucoup d'autorité et d'engagement, et c'est un plaisir de travailler avec elle. Et on la recevra prochainement. Merci. Merci infiniment, Éric Lombard, d'avoir été au micro d'Inter ce matin.